Bienvenue dans ce débat à Lomé. Dans ce numéro, nous allons évoquer la situation en Ukraine avec cette guerre que Vladimir Poutine mène aux Ukrainiens depuis le 24 février, avec pour corollaire la crise alimentaire annoncée pour le continent africain. L'Afrique dépend-elle de la Russie et de l'Ukraine tant que ça sur le plan alimentaire? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Luc Abaki, journaliste, analyste politique. Bonjour Luc. Bonjour Ambroise. Binafam Kohan, homme politique togolais. Bonjour. Oui, bonjour Ambroise. Nous allons commencer, Luc, si vous voulez, très rapidement avec l'actualité la plus récente, avec la visite à Moscou du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, en compagnie justement du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Mahamat Faki Moussa. D'abord, pour vous, Luc, de quoi cette visite en Russie est-elle le nom? Alors, j'ai suivi un peu Macky Sall lorsqu'il est sorti donc, justement de cette audience. Il semblerait qu'il aurait été invité par Vladimir Poutine lui-même en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Mais à travers ses propos, on a bien compris qu'il était en train de plaider la cause de l'Afrique, notamment pour le fait que la Russie a fait bloquer les corridors, les couloirs d'écoulement des céréales ukrainiennes, notamment de blé. Et il estime que les économies africaines sont les plus fragiles, les plus exposées, justement, les plus vulnérables à cette crise, en tout cas à ces opérations militaires. Alors, on peut effectivement saluer la démarche qui consiste à dire que, bon, voilà, le président de l'Union africaine fait quand même des démarches dans le but de trouver, en tout cas de garantir la sécurité alimentaire au peuple africain. Mais on doit pouvoir déplorer le fait que nous ayons passé quand même plus de 6 décennies sans avoir trouvé une formule pratique. Alors là, Luc, vous êtes en train d'aller dans le fond du sujet, puisque justement, vous avez consacré une chronique à ce sujet-là. Vous parlez même en quelque sorte de la mendicité de l'Afrique vis-à-vis de la Russie et donc de Vladimir Poutine. On va y revenir tout à l'heure, mais Binafam, cette guerre en Ukraine, est-ce que l'Afrique a son mot à dire, puisque de l'avis de certains observateurs de l'actualité politique africaine, eh bien, il a été enfin temps pour l'Afrique de placer un mot dans cette crise ukrainienne. Est-ce que vous analysez l'actualité sous cet angle-là aussi? Oui, merci. Merci pour cette occasion de nous exprimer sur cette crise parce que depuis qu'elle a commencé, on n'a pas eu la chance d'avoir un média de cette trempe pour donner notre point de vue. En réalité, il était bon pour que l'Afrique marque sa différence par rapport aux autres. Parce que, naturellement, dans cette guerre, l'Occident s'attendait que, comme d'habitude, l'Afrique s'aligne derrière elle. Contre le malfaiteur, anti-griffe, le mauvais garçon. L'indésirable Poutine. Ouais. Mais pour une fois, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU, l'Afrique ne s'est pas alignée comme des moutons de Panurge. Il faut saluer ça. C'est quelque chose à saluer, c'est un acte de grandeur pour l'Afrique. Ça veut dire qu'on commence pas à mûrir. Maintenant, la visite de Macky Sall, oui, ça, moi je souscris ça dans la logique pour l'Afrique de marquer sa différence. Contrairement à l'Occident qui dit qu'elle est contre la guerre, mais en même temps, il faut être honnête de dire, moi je suis de ceux qui ne sont pas d'accord que Poutine a attaqué un État souverain, mais aujourd'hui, il faut être honnête de dire que ce n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est quelle guerre alors? Non, c'est la guerre entre la Russie et l'Occident en Ukraine. Il faut préciser les choses. En tout cas, je vous entends, mais est-ce que comme vous le dites, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un mauvais procès à l'Occident finalement? Puisqu'on voit très clairement que dans cette guerre, c'est plutôt l'Amérique de Joe Biden qui est en train, je dirais, de prendre cette guerre pour une affaire plus ou moins personnelle. C'est vrai, il y a aussi le suivisme de l'Occident, mais je ne vous coupe pas la parole. Mais si on se rappelle la déclaration du président français Emmanuel Macron le 9 mai dernier à l'occasion de la journée de l'Europe, quand il disait que la solution à la guerre en Ukraine ne passe pas par l'humiliation de la Russie, est-ce qu'on peut accuser l'Occident de de faire une guerre à la Russie par l'Ukraine interposée? Non, en fait, ce que Poutine et Macron a dit, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'Occident dit officiellement qu'elle ne fait pas la guerre, mais elle livre des armes. Quand vous voulez la paix, l'Occident fournit des efforts de guerre. Elle fournit des armes. Moi, ces efforts de guerre, là, c'est trop simple. Quand vous ne voulez pas la guerre, quand je me bats avec Luc,
Si vous voulez que la Corée cesse, vous ne donnez pas des armes à Luc. Si vous donnez des armes à Luc, vous alimentez le conflit. À force de le faire, un autre pays un jour va donner des armes à la Russie. Très bien. Bon, là n'est pas véritablement le propos, hein, la trame de fond de cette émission, Luc. C'est de savoir quelles vont être les conséquences alimentaires de la guerre en Ukraine sur le continent africain. Et je le disais tantôt, vous avez même écrit un article, un bel article, il faut saluer d'ailleurs, sur le sujet. Et pour vous, l'Afrique, qui regorge de plus de 60% de terres fertiles, avec des bras valides, une extrême jeunesse, donc des atouts énormes pour pouvoir développer son agriculture et se nourrir, tend la main finalement. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse dire que la guerre en Ukraine ait des conséquences alimentaires sur le continent africain? C'est un vrai paradoxe. C'est un vrai paradoxe. Je crois que vous avez bien fait de rappeler que notre potentiel agricole représente au moins 60% des terres arables du monde. Et donc, nous sommes indépendants pendant plus de 60 ans et tout le monde sait que lorsqu'un pays veut se développer, veut se structurer, veut garantir l'épanouissement de son peuple, sa priorité doit être l'agriculture. Alors, si après 6 décennies, nous ne sommes pas en mesure justement de garantir la sécurité alimentaire à nos populations, ça veut dire qu'il y a une défaillance notoire dans les choix politiques, dans les orientations, dans le leadership du peuple, des dirigeants africains. Et dans ce contexte-là, c'est malheureux parce qu'on est obligé justement de clochardiser, de mendier, de demander de façon très claire. Parce que quand j'ai suivi le président Macky Sall, je me suis dit, mais comment il peut être heureux d'affirmer clairement que en fait nos économies sont fragiles et qu'il faudrait que la Russie considère il y a un problème de blé, la pénurie de la farine de blé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le blé occupe une place importante dans, je dirais, les mets africains. Chaque matin, on achète la baguette de pain, on fait son petit thé, son petit café dans les bureaux, à la maison. Et quand cette denrée devient rare, vous conviendrez avec le président Macky Sall que la guerre en Ukraine, qu'on le veuille ou non, a des conséquences sur le continent africain en termes alimentaires, non? Est-ce que les dirigeants sont conscients que justement le blé est indispensable dans le régime alimentaire de l'Africain? Le blé se cultive, non? Qu'est-ce que les Russes et les Ukrainiens ont fait pour avoir le blé à disposition, le consommer à suffisance et ensuite exporter? C'est de ça qu'il est question en fait. Le débat se situe au niveau de la capacité de l'Afrique à produire ce qu'elle consomme. Il se trouve en effet que nous mettons notre attention sur la culture des produits de rente. Un peu comme justement en période coloniale où le blanc, dans cette vision d'alimenter l'économie, dit non à imposer aux pays colonisés la culture d'un certain nombre de produits qui servent à leur économie. Comment il se fait qu'on peut proclamer une économie, une indépendance sans assumer justement notre identité à travers la culture de ce que nous consommons? C'est ça l'enjeu. Donc si aujourd'hui l'Afrique est obligée de quémander ce genre de produits, alors qu'il a des terres arabes, alors qu'il a de l'eau à suffisance, et il se trouve que son peuple est exposé à ce problème de la famine, c'est qu'il y a une contradiction, un paradoxe, un manque de vision et, comme je l'ai dit, une incapacité à assumer un leadership éclairé et véritablement serviteur qui profite au peuple. Binafam Kohan, la guerre qui se déroule en Ukraine n'est pas celle de l'Afrique. Elle se déroule à plusieurs milliers de lieues de l'Afrique, mais, encore une fois, je vais me répéter, la guerre a des conséquences sur nous. La crise alimentaire, est-ce qu'on peut nier cela? Non, en réalité, si nous étions des gens sérieux, des gens responsables... Ah, on ne l'est pas. Non, si nous étions des gens sérieux, des gens responsables, nous serons le continent le moins touché par la guerre en Ukraine parce que nous sommes très éloignés de l'Ukraine. Bon, malheureusement, c'est notre irresponsabilité. Mais là, nous exportons notre blé. J'en viens. Nous importons, vous voulez dire? Nous importons plutôt. En fait, c'est notre irresponsabilité. D'abord, pour faire une boutade, est-ce que le blé là, que nous importons là, est-ce que c'est une prescription médicale? Oh, je ne saurais répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Quel médecin nous a dit que si on ne mange pas le blé, on ne met pas le blé dans le pain, on ne peut pas le manger? Moi, en 99, je revenais du Nigeria, j'ai acheté du pain à Djougou, on m'a dit que c'est fait à base de la farine du maïs. Oui, vous abordez un autre aspect que nous allons... Ça, c'est une parenthèse. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mais comme Luc vient de le dire, je n'ai pas mieux que ça. En réalité, nous sommes indépendants depuis 60 ans. Et puis on dit que l'Afrique est un continent essentiellement agricole. Et nous faisons quoi? On importe le riz, on importe le blé, on importe tout. Tenez-vous, la Russie et l'Ukraine importent
près du tiers du blé consommé dans le monde. Vous croyez que leurs terres sont mieux que les nôtres? Non, vous savez ce qui produit la pauvreté ou la richesse? C'est des orientations politiques. Et sur ce plan, en Afrique, on a échoué. Parce qu'en réalité, mais on ne peut pas faire même de l'industrialisation. L'industrialisation passe par la transformation des produits agricoles. Alors que pour la plupart des pays africains, mais notre agriculture a l'état de la subsistance. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la guerre à Ukraine, il y a le blé. Bon, certains, comme vous et moi, nous sommes en ville, comme on mange le pain. Bon, comme on n'en trouve pas, on parle sur les radios, on parle de crise alimentaire. Mais la crise alimentaire n'a pas commencé avec la guerre d'Ukraine. Luc et moi, nous venons d'une partie du pays où... Du Togo, justement. Oui, du Togo où, à une période de l'année, cela soudure toutes les années. En dépit de la propagande qu'on dit que le maïs est excédentaire. Mais l'Afrique est le continent où les gens continuent par attendre la pluie pour cultiver. Les paysans cultivent pendant 4 mois. Ils attendent 6 mois pour manger tout parce qu'il n'y a pas la pluie. Et ils attendent que Dieu fasse pleuvoir. Donc c'est pour te dire que nous n'avons pas pris notre responsabilité. Sinon, on devait profiter de la crise en Ukraine pour nous exporter nos produits agricoles. Luc, donc vous semblez dire que la visite de Macky Sall et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en réalité, pourrait avoir d'autres objectifs que ceux qu'on nous a évoqués officiellement, à savoir que d'abord, c'est pour que l'Afrique puisse avoir son mot à dire dans la crise. Ensuite, pour pouvoir permettre que les stocks de blé soient, comme vous venez de l'expliquer, soient rouverts. Non, de toute façon, dès l'instant où c'est le président Poutine lui-même qui a invité les deux dirigeants africains, on peut considérer que Poutine a besoin aussi des alliés africains, notamment dans cette guerre, puisqu'il semble quelque part être isolé, justement, par une ligue internationale menée par l'Occident, et notamment l'OTAN, et puis les États-Unis en premier. Et c'est clair que vous savez que la perspective même d'avenir du monde se joue en Afrique. Donc, dans ces conditions-là, il est bien entendu de bon droit qu'on puisse faire la cour aux dirigeants africains et puis essayer donc de les impliquer dans un camp de manière que on puisse composer avec eux, puisque la perspective de l'avenir, c'est avec eux. Donc, c'est évident que Poutine a son objectif à lui, mais il est aussi heureux de constater que le président sénégalais, en tout cas président en exercice de l'UIA, ait profité pour insérer justement les doléances liées donc à la vie de l'Afrique, sauf que justement, ce qu'il expose montre clairement ou dénude justement les politiques africaines qui ont échoué sur le plan justement de construire des économies fortes et de faire en sorte à structurer nos sociétés et à assurer une perspective heureuse d'évolution et d'épanouissement de nos populations. C'est ça en fait l'enjeu. Et je crois que ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire que les États doivent pouvoir investir forcément dans l'agriculture, mais il s'agit en fait de créer les cadres incitatifs qui permettent justement aux investisseurs, aux entrepreneurs à ces cadres incitatifs auxquels vous faites allusion, Luc, je crois que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout ailleurs sur le continent, il y en a tellement, on ne va pas citer d'exemples, mais ces cadres incitatifs existent. Mais comment expliquer que malgré l'abondance, la foison de ces cadres-là, de ces mécanismes-là, il puisse y avoir ce fossé entre ce qui est dit, donc la rhétorique et la réalité? Non, je doute forcément, je doute assez sérieusement même qu'il y ait de cadres incitatifs en la matière parce que, vous savez, il faut qu'on commence à comprendre que la première activité économique d'une société responsable, d'un État responsable, c'est l'agriculture. C'est ce que tous les pays qui ont connu aujourd'hui l'épanouissement et le développement ont eu à faire. Ça veut dire tout simplement qu'on doit considérer l'activité agricole comme une activité économique en bonne et due forme et investir, donc inciter les opérateurs économiques à en faire un cadre d'investissement qui est conséquent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il y a le cadre en termes de droits, des lois, d'encadrement, de prêts bancaires, etc., qui permettent d'investir véritablement dans l'agriculture? Je ne crois pas. À moins que vous n'investissiez pour justement cultiver les produits rentiers, des rentes. Mais quand vous voulez produire ce que le peuple consomme en premier, vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de soutien à la matière. Alors, je sais que vous parlez par exemple du coton, vous parlez par exemple du soja, bon voilà, je comprends. Maintenant, tous les deux, Luc ou Binafam, vous avez évoqué des solutions alternatives. Je pense que c'est là même le fond du sujet.
On parle du blé russe ou ukrainien pour fabriquer le pain. À supposer que le pain, parce que bon, vous avez fait une boutade, Binafam, en disant tout à l'heure que c'est une prescription médicale que les Africains consomment la farine, enfin le pain fait à base du blé chaque matin. Alors, à supposer que ça soit le cas, est-ce que l'Afrique ne dispose pas de solutions alternatives endogènes? Je me rappelle qu'au Togo, par exemple, si on prend le cas donc, du Togo, il y a des structures ou des boulangeries même qui fabriquent du pain à base du manioc. On ne va pas citer d'exemple pour faire de publicité gratuite, mais il ne suffisait que les gouvernants puissent investir, accompagner ces initiatives-là pour que nous ayons du pain en abondance, mais fait à base, non pas du blé, mais peut-être du manioc et tout ce que vous voulez. Oui, mais en réalité, on peut faire du pain à base d'autres produits de substitution. Comme tu viens de le dire, le manioc, le maïs, tout ça, il y en a. Mais il faut reconnaître que... Mais est-ce que ça a la même saveur? C'est ça aussi la question. Oui, mais c'est pour ça si on est habitué à manger le pain fait à base du blé. Oui, mais combien vous parlez de qui? Vous qui êtes habitués à manger le pain, vous parlez de nous qui sommes d'une certaine classe, qui sommes en ville. Combien Donc, c'est pour vous dire que en réalité, on peut faire le pain avec des produits de substitution. Oui, certainement. Ça n'aura pas forcément le même goût. Mais est-ce que ça ne nous permet pas de manger et de vivre? Et d'être moins dépendant des autres pays. Voilà. Mais le vrai problème, comme Luc l'a dit, même sur tous les plans dans le domaine agricole, l'Afrique a des problèmes. On pourra trouver des produits de substitution pour faire le pain, mais ça ne permettra pas à l'Afrique de décoller et d'atteindre un niveau acceptable. Parce que quand vous voyez la Russie et l'Ukraine, ces deux pays-là, ils exportent tellement de produits, même le maïs. L'Ukraine a exporté même au moins 2 milliards de dollars de produits en Afrique, dont 31% de maïs. L'Ukraine, un pays pourtant en guerre. Oui, l'Ukraine avant, en 2020. D'accord. La Russie a exporté près de 4 milliards en Afrique. Ça veut dire qu'on a des problèmes. Et sur le plan mondial, notre agriculture représente quel pourcentage? À peine 4, et quelques pourcents dans les exportations. Ça veut dire que, comme Luc le dit, il faut fondamentalement, dès à présent, prendre conscience. Ce n'est pas seulement une affaire de produits de substitution. C'est de moderniser notre agriculture pour nous permettre de produire en quantité, de manger suffisamment à notre faim. Parce qu'on ne mange pas à notre faim, il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, moi, je viens de quelque part où les gens ne mangent pas à leur faim. Très bien. Donc, il faut d'abord manger à notre faim et produire en quantité, manger à notre faim, transformer nos produits. C'est le début de l'industrialisation, du développement. Nous avons une agriculture embryonnaire en Afrique. Et on parle de développement. Dans les discours des hommes politiques africains, je ne fais pas une fixation sur le Togo. C'est développement, développement. On comprend le raisonnement. Il faut que l'Afrique arrive à se prendre en charge sur le plan agricole, sur le plan alimentaire. Il a parlé, par exemple, des solutions alternatives endogènes. Il faut investir, créer des mécanismes incitatifs et tout. Mais est-ce que l'industrialisation de l'agriculture en Afrique ne passe pas aussi, ne nous voilons pas la face, par, en quelque sorte, une façon pour l'Afrique de tendre la main? Parce que les machines, ce ne sont pas les Africains qui les fabriquent. Ceci étant, est-ce que ça ne repose pas justement le problème du positionnement même de l'Afrique par rapport à cette guerre? Faut-il supporter la Russie contre l'Ukraine, choisir le bloc occidental emmené par Joe Biden et son Amérique, ou alors garder une position neutre comme c'est le cas actuellement? Est-ce que vous avez une idée de combien d'étudiants, ingénieurs africains sortent des grandes écoles, de grandes universités en Europe, en Asie, etc.? Alors, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont un QI intellectuel en deçà de ceux qui fabriquent les machines? Je ne pense pas. Non, ça veut dire que c'est une question de cadre. C'est ce que j'ai dit. Il y a un travestissement, en fait, dans le leadership africain qui montre qu'en fait, on ne s'appesantit pas véritablement sur les piliers essentiels qui permettent justement de développer un pays. Je vous dis tout simplement qu'entre 2000 et 2015, l'Afrique a vendu ses terres pour au moins 100 milliards de dollars. Ça, c'est des chiffres de l'ONU, de la Banque mondiale. Vendu ses terres à qui? La terre africaine, en principe, la terre doit servir à l'exploitation agricole. Donc ça veut dire qu'un leader qui est conscient de ce que représente la terre en tant que mère nourricière ne peut jamais accepter, favoriser l'immixion des industriels étrangers qui vont venir. Voilà les bradages des terres en Afrique. Ouais. C'est pour dire tout simplement qu'en réalité, comme je l'ai dit, notre façon de gouverner repose fondamentalement sur une façon d'errer, une façon de s'en tenir à des éléments superficiels qui permettent peut-être la survie, voyez-vous,
et qui permettent aussi la conservation du pouvoir, parce qu'en réalité, la plupart de nos dirigeants ont tendance à penser qu'ils tirent leur légitimité à partir des puissances occidentales. C'est-à-dire que lorsque un régime est en place et il est soutenu par un certain nombre de puissances, mais il est tranquille parce qu'il se dit, mais de l'intérieur, il n'aura pas de problème. Parce qu'il y aura des cris extérieurs, notamment je parle en tant que francophone, dans l'espace francophone, c'est le principal problème que nous avons. Voyez-vous, or, un dirigeant qui a conscience qu'il n'a de pouvoir que c'est parce que son peuple existe et que ce peuple-là, sa mission est donc de l'épanouir, de l'organiser, de le structurer, doit savoir qu'il doit d'abord mettre un point d'intérêt particulier sur le système éducatif qui permette justement aux gens de sortir de l'éducation avec des aptitudes pratiques et praticables. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous forgeons tout simplement des cas sociaux, des gens qui, au bout de 14, 15, 20 ans d'études, finissent par ne posséder aucune compétence pratique. Dans ces conditions, comment vous voulez créer de la richesse alors que vous êtes en train de brader justement votre principale source de richesse qui est donc les êtres humains? C'est un problème. Alors, on se rappelle qu'il y a quelques jours, le chancelier allemand, Olaf Scholz, avait fait une tournée africaine qu'il a conduit successivement au Sénégal, de Macky Sall, au Niger, de Mohamed Bazoum, et justement en Afrique du Sud aussi. Et l'objectif officiellement de cette visite, de cette tournée-là, était de parler de transition écologique et de renforcement de la coopération entre l'Allemagne et les pays africains. Mais de l'avis de certains observateurs, eh bien, l'objectif de cette tournée, de ce périple du dirigeant allemand était plutôt de faire pression sur les dirigeants africains afin qu'ils acceptent de se rendre à Kiev auprès de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est à la recherche aussi d'un plus grand nombre de pays pour les rallier à sa cause. Vous vous rappelez qu'il a pendant longtemps discuté avec les parlementaires européens qui l'ont même applaudi, il y a eu des stand-in ovations. Et donc, il veut que les Africains aussi l'accompagnent. Aujourd'hui, est-ce que la visite de Macky Sall et Moussa Mahamat Faki en Russie ne sonne pas comme un fiasco pour Olaf Scholz et que finalement, comme tu l'as dit au début de l'émission, Binafam, les Africains ne sont plus là uniquement pour suivre et exécuter des ordres? Non, ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a une opinion africaine qui fait que les dirigeants de marcher sur les œufs. Oui, voilà, de marcher sur les œufs et de ne pas s'aligner facilement sur l'Occident. Qu'on le veuille ou pas, il y a un sentiment anti-Occident très poussé en Afrique et un ressentiment juste, hein, c'est juste parce que notre coopération avec l'Occident ne nous a pas trop avantagés, même si on peut faire des si. Ceci étant... Tout n'est pas que noir. Oui, on peut faire des si. Mais ce qui est sûr, la visite de Macky Sall en Russie prouve que l'Afrique ne s'est pas alignée. Elle ne s'est pas alignée. Et il est même de bon ton qu'elle ne s'aligne pas. Mais pour combien de temps encore? Est-ce que l'Afrique va pouvoir résister pendant longtemps? Bon, moi je crois qu'à cause des opinions africaines qui montent, nos dirigeants vont faire beaucoup attention à ne pas s'aligner. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, en fait, il faut peser dans la balance mondiale. Et malheureusement, nous ne pesons pas. Sur le plan agricole, comme on vient de le dire, c'est ça qui fait... Sinon, moi je ne comprends pas qu'on aille demander à Poutine de faire en sorte que le blé vienne, alors que les autres ont fait tellement de sanctions contre lui pour le faire tomber. Mais le blé, c'est un moyen de pression sur lui aussi. Hein. C'est les Occidentaux qui mangent le pain beaucoup. Poutine n'est pas bête. Contrairement à nous, il n'est pas bête. Donc, le blé ne viendra pas. On va se débrouiller autrement. Mais cette guerre doit nous inspirer à comprendre que dès maintenant, il faut développer notre agriculture. Et comme Luc l'a dit tantôt, il faut vraiment des mesures incitatives. Aujourd'hui, moi, je vois les gens dire aux jeunes que la terre ne trompe jamais. Ils parlent de quelle terre qui ne trompe pas? La terre avec la houe et la pluie? Ça, c'est bien. Non, je viens. Non, si vous voulez que les jeunes retournent à la terre, ne leur demandez pas d'aller prendre la houe. Et la houe, ils vont cultiver quel espace? De quelle terre parle-t-on? Voilà la question. Oui, donc, si vous voulez retourner les jeunes à la terre, il faut des banques agricoles qui prêtent de l'argent aux jeunes. Donc vous rejoignez lui qui a parlé de création de mesures incitatives. Oui, il faut lever les équivoques qui pèsent même sur les terres. Parce qu'il y a tellement de morcellement de propriétés que même quand tu as besoin d'exploiter beaucoup, il y a quelques difficultés. Il faut lever tous ces équivoques et il faut surtout régler le problème d'eau.
Il ne faut pas tout le temps attendre la pluie. En réalité, si on avait un système d'irrigation très développé en Afrique, mais on cultive presque en toute saison. Très bien. Alors, Luc, dans la marche de l'humanité, cette question, Binafam aussi peut y répondre, un bon historien. Dans la marche de l'humanité, il y a souvent des accidents. On a connu les 2 premières guerres mondiales. Le monde a connu très récemment la crise liée au coronavirus. Je ne sais pas si on en est déjà sorti. Et voilà qu'on nous parle encore de la variole du singe. Je ne sais pas finalement s'il va y avoir d'autres épidémies ou pandémies. Mais ce qui est certain, c'est qu'au sortir de ces accidents, comme je viens de l'appeler, eh bien, il y a la mise en place d'une espèce de nouvel ordre, qu'on le veuille ou non. Ouais. Mais on a l'impression finalement que l'Afrique n'arrive jamais à s'en sortir et qu'elle est toujours à la remorque de l'histoire. On parle de la guerre en Ukraine. Ma question, c'est de savoir, et si cette guerre était plutôt une opportunité pour l'Afrique? Oui, mais elle aurait dû être une opportunité, justement. Mais attends, pour rebondir même sur votre historique, vous savez, ce sont les crises qui, en fait, assurent l'évolution de l'humanité. Je ne sais pas si vous constatez, chaque fois qu'il y a une situation de crise, une situation assez difficile, vous allez constater que ceux qui sont vigilants changent de paradigme et s'adaptent au nouveau contexte. En réalité, pourquoi les terres africaines sont aujourd'hui assaillies et bradées, justement? C'est parce qu'il y a eu en 2008 une crise alimentaire. Et donc, à partir de cette crise-là, les Occidentaux, notamment l'Arabie Saoudite, la Grande-Bretagne, etc., la Chine et tout, ont compris, puisqu'ils n'ont pas les terres arabes suffisantes, il faut alors aller là où ces terres-là sont. Et puis, ils sont venus en Afrique. C'est pour dire tout simplement que si vous n'avez pas de vigilance, si vous n'avez pas d'aptitude à vous adapter à des situations difficiles et à faire en sorte à avoir la lumière qu'il faut, de manière à trouver des solutions alternatives pratiques lorsque vous êtes en situation de crise, bien sûr, vous allez être dépendant. Forcément parce que aujourd'hui, la situation de l'Afrique est telle qu'elle n'a aucune capacité de résilience. Si l'Afrique tente de résister, elle risque de s'effondrer tout simplement parce qu'elle ne sait pas où tenir. Mais pourquoi la Russie est aujourd'hui aussi autonome, aussi suffisante, aussi capable de narguer les Occidentaux? Il a fallu les sanctions de 2014 lorsque ils avaient attaqué, justement. Et donc, puisqu'il y a eu des sanctions de cette nature-là, mais Poutine a restructuré son économie. Il a réorienté justement les éléments, les piliers de son économie de manière à être aujourd'hui le premier exportateur du blé, le premier producteur d'un certain nombre de produits qui sont activement recherchés par l'Occident et même par l'Afrique. Donc aujourd'hui, il y a des sanctions, des multiples sanctions, mais il est tranquille. Je crois qu'au bout du temps, c'est l'Europe qui finit par se tirer une balle dans les pieds si elle tire trop sur cette corde-là, parce que l'indépendance de l'économie russe est avérée. Pourquoi l'Afrique ne tirerait-elle pas des exemples de cette nature? Ne se risquerait pas à entreprendre quelque chose d'audacieux de manière à persévérer dans ces secteurs-là et ensuite aboutir à un résultat probant. Binafam, est-ce qu'on peut être amené, c'est la dernière question pour clore cette émission, de penser un seul instant que cette guerre qui se déroule actuellement en Ukraine depuis plus de 3 mois et bientôt 4 pourrait avoir comme conséquence peut-être le renversement des ordres établis en Afrique sur le plan politique, constitutionnel, tout ce que vous voulez, rapidement? Les ordres établis en Afrique. Ouais. Bon, une chose est sûre, cette guerre aura des conséquences aussi bien sur le plan économique que politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je vous ai dit tantôt que les populations africaines sont maintenant bien informées. Surtout avec ce qui se passe au Mali. Oui, ils sont bien informés. Mais ce qui est sûr, comme Luc l'a dit tantôt, bon, nos dirigeants, ils vont trouver le moyen de s'adapter pour rester au pouvoir dans beaucoup de pays. En réalité, le vrai problème même de l'agriculture en Afrique, c'est dû au fait que, bon, on n'a pas beaucoup de dirigeants avec des visions à long terme. C'est-à-dire, parfois même, on a l'impression que laisser l'agriculture dans un état rudimentaire permet de rester longtemps au pouvoir. Parce qu'il faut aussi être honnête pour dire qu'une population qui mange à sa faim, c'est difficile de la corrompre avec 1000 francs. C'est valable dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est pour vous dire que, qu'on le veuille ou pas, la crise a commencé par ouvrir les yeux des gens. Ça va changer les alliances géopolitiques et ça peut entraîner des bouleversements. Parce que la faim dans beaucoup de pays africains va entraîner le bouleversement. Mais la crise alimentaire de l'année prochaine sera pire. Pourquoi? Je prends l'exemple de chez nous. Le sac d'engrais à 18 000 francs CFA. Dites-moi combien de paysans peuvent acheter 3 sacs d'engrais pour faire 1 hectare. Donc le maïs en 2000
en 2023 risque de coûter plus cher qu'ici. Et beaucoup de régimes dans le monde, il est prouvé historiquement, même si je ne suis pas historien, je suis un apprenti historien, je n'ai fait que l'histoire, il est prouvé historiquement que les problèmes sociaux finissent par venir à bout de régime. Merci beaucoup, Binafam. Kohan, homme politique togolais, Luc Abaki, journaliste, analyste politique. Messieurs, vous savez quoi? Je ne me lasse jamais de vous avoir dans mon émission ou dans mes émissions parce que vous avez tellement des choses à dire, des choses très intéressantes. Malheureusement, le temps ne nous permet pas. On se retrouvera très prochainement sur les antennes de Télé Sud pour de nouvelles aventures de l'émission Ça débat. À Lomé, ça a été un plaisir de vous avoir servi durant ces 30 dernières minutes. On se retrouve prochainement. À très vite.